Bien, j'invite les participants à la première séance de travail sous la présidence de M. Elie Germache, membre du Conseil scientifique, à rejoindre l'estrade. Merci. Puisque le micro se bat, vous viendrez sur le podium, okay. si vous le voulez. Oui. Allez-y. Monseigneur, Madame le Président du Conseil national, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la Principauté, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, le moment est venu d'annoncer la bonne nouvelle, si je puis dire, comme on faisait dans les temps anciens. On a un accord, n'est-ce pas? On a un accord. On va l'appeler BBNJ, c'est du mauvais anglais ou du mauvais français, je ne sais pas, mais c'est passé dans les mœurs. On l'appellera BBNJ, parce que si je commence à donner la traduction française, beaucoup seraient perdus. Donc on va rester sur l'appellation à peine contrôlée, mais acceptée, du BBNJ. Nous avons un accord. Et ayant cet accord, le constat doit être fait qu'un cycle s'achève. Un cycle s'achève. Ce cycle s'achève, mais il a commencé quand? Il y a 50 ans, cette année. Là, on célèbre les 40 ans de l'adoption, mais il y a 50 ans, c'était les débuts de la troisième conférence, 1973. Il faut garder cela aussi à l'esprit. Donc 1973-2023 fait qu'on a le sentiment qu'effectivement, un cycle s'achève. Et que pour que ce cycle arrive à ce terme-là, en tout cas, c'est que tous ceux qui ont suivi les négociations, notamment les dernières, puis même celles qui ont précédé, se sont aperçus que, et je parle sous le contrôle de personnes qui, sur le podium, ont suivi les négociations, se sont aperçus qu'à un moment donné, les planètes se sont alignées. Ce n'était pas gagné. Certains témoignages en off vous diront que quelques heures avant que le marteau de la présidente dise « le navire est rentré au port », c'est comme ça qu'elle l'a dit en anglais, n'est-ce pas, avant qu'elle ait à le dire, il y avait encore de l'incertitude sur la possibilité d'acceptabilité par certaines délégations ou par certains groupes d'États. Donc le cycle s'achève, les planètes se sont alignées et d'une certaine façon, on s'aperçoit que la continuité avec la Convention de 1982, c'est que l'accord, en fait, donne du sens à un considérant du préambule de 82. Donne du sens. Je l'ai recopié, il est là, c'est une phrase très courte. Conscient que les problèmes des espaces marins sont interdépendants et qu'ils sont tous liés les uns aux autres, etc. Cette phrase, beaucoup de gens la connaissent, et donc elle trouve son sens là, avec l'accord de 82 sur le BBNJ, qui montre bien que nous arrivons à la fin d'un cycle. Mais arrivant à la fin d'un cycle, on se dit, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce qu'il n'est pas certain, il n'est pas du tout acquis que l'histoire s'achève là. L'histoire n'est pas finie, contrairement à ce qu'on a pu penser il y a très 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 longtemps. N'est-ce pas? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, il va falloir se poser la question, et peut-être que ça sera une des perspectives dans certains développements quand la parole sera prise par mes collègues intervenants, savoir c'est quoi la suite. La prochaine étape, quelle est-elle? N'est-ce pas? Voilà. Ayant dit ça, j'avais décidé d'être très bref. Mes collègues intervenants sont dans l'ordre ici, effectivement, dans laquelle ils se sont quasiment installés, naturellement, là aussi. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, conseiller juridique, je crois que nous apprécions tous la chance d'avoir M. Soares avec nous, Mme Gemma Andreone, qui nous vient du pays d'à côté, qui est également, qui a suivi jusqu'au bout les négociations récentes, n'est-ce pas? Et donc là aussi, on sent bien
qu'elle palpite encore de la joie d'avoir l'accord. Chaque fois que je parle avec elle, je sens qu'elle a une sorte d'excitation. Nous avons... Le bébé va bien. Il est né, la maman va bien. Madame Sandrine Barbier, qui est directrice adjointe à la direction juridique du Quai d'Orsay, qui elle aussi a été le chef de file, ou la chef de file, je ne sais plus comment il faut le dire, de la délégation française et des travaux que nous avons conduits en France pour aller avec l'Union européenne à New York. Et enfin, M. Denis Duclos. M. Denis Duclos, qui est directeur des affaires européennes internationales au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et nous avons souhaité avoir effectivement, non pas l'analyse de l'accord, mais le témoignage d'un représentant d'institutions scientifiques qui va mesurer, ou qui a déjà mesuré, parce qu'il a participé aux travaux préparatoires, qui a mesuré les impacts certains réels sur une activité du muséum. Et donc, ça sera très intéressant d'avoir ce témoignage-là. Je ne veux pas prendre plus de temps, parce que tout le monde ici connaît que je suis très bavard, donc je ne veux pas prendre plus de temps. La parole est à monsieur le conseiller juridique. Il a 15 minutes, je répète, je vais être intransigeant par contre sur les horaires. Monsieur Soares. Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec d'autant plus de plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous qu'un projet d'accord sur la BBNJ a été finalisé en mars, issue qui était encore incertaine en début d'année, et même à 7 heures de l'après-midi du jour même. Bon, il faut aussi dire, M. Jarmache, on a le bébé, mais il va être adopté formellement le 19 juin. On a les parents. On a les parents. Mais c'était un accouchage difficile, 38 heures à la fin, ça a pris non-stop. Donc il s'agit d'une étape importante dont je me félicite évidemment en tant que secrétaire général de la conférence, après presque 20 ans de travaux dans des différents formats et que mes équipes ont facilité. L'accord BBNJ n'est pas seulement un accord environnemental comme il est parfaitement décrit, en tant qu'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay. Il contribue également à développer le droit de la mer en précisant les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention, dont l'obligation générale des États de protéger et préserver le milieu marin, ou celle de promouvoir et coopérer dans la conduite de la recherche scientifique marine. De même, le dispositif institutionnel dont vous m'avez demandé de parler, M. Jarmache, établit un pont entre la gouvernance environnementale, dont il emprunte un certain nombre d'aspects, et la gouvernance des océans, dans laquelle il est bien ancré. Les dispositifs institutionnels s'inspirent en effet très largement des dispositifs que l'on retrouve dans nombre d'accords environnementaux multilatéraux, à commencer par les accords dits de Rio. Et les parallèles avec la Convention sur la diversité biologique et ses protocoles, par exemple, sont absolument frappants. Ils se démarquent ainsi sensiblement des dispositifs auxquels nous sommes habitués dans le cadre de la gouvernance des océans, mis à part peut-être celui concernant l'autorité internationale des fonds marins. Le secrétaire général est avec nous. Et certaines organisations régionales de pêche. Très brièvement, en quoi consiste le dispositif institutionnel de l'accord? Il y a tout d'abord la conférence des parties, qui est l'organe directeur et qui rassemble tous les États parties à l'accord. Sa fonction principale est d'examiner et évaluer régulièrement la mise en œuvre de l'accord, et ses fonctions spécifiques sont énumérées à l'article 47. On ne parle plus d'assemblée et de conseil, comme c'est dans le cas du cadre de la partie 11 de la Convention, en ce qui concerne l'autorité internationale des fonds marins, ou un corps de consultation officieuse des États parties, comme par exemple établi par l'Assemblée générale pour l'accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.
Ces options ont été écartées au profit d'un organe directeur unique, formellement constitué et ouvert à tous les États parties, comme c'est le cas de beaucoup d'accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement. Et ceci, c'est au profit d'un suivi de fond fréquent, régulier et inclusif. Vient ensuite un organe scientifique et technique prévu à l'article 49. C'est un autre trait commun à beaucoup d'accords dans le domaine de l'environnement, multilatéraux. Cet accord donne des avis scientifiques et techniques à la conférence, s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées au titre de l'accord et par la conférence, et rend compte à la conférence de tous ses travaux. Et il est composé de membres siégeant en qualité d'experts ou élus par la conférence des parties. Leur expertise concerne les domaines scientifiques et techniques pertinents et les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales. Un centre d'échange est également créé à l'article 51 et encore une fois inspiré des centres d'échange qui existent dans le cadre de plusieurs accords environnementaux multilatéraux. Ce centre d'échange consiste principalement en une plateforme en libre accès et permet aux parties d'obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions de l'accord. Plusieurs organes subsidiaires sont également établis, donc un comité sur l'accès et le partage des avantages, un comité de renforcement des capacités de transfert de techniques marines, un comité de finances, un comité de mise en œuvre et de contrôle du respect des dispositions de l'accord qui est axé sur la facilitation. La plupart de ces organes subsidiaires rappellent ceux que l'on retrouve dans le cadre des accords environnementaux multilatéraux, à part le comité sur l'accès et le partage des avantages qui reste relativement inédit à ce jour, et le comité des finances dont on retrouve un exemple dans le cadre de l'Autorité internationale des fonds marins. Cependant, la majorité de ces organes subsidiaires additionnels ont rarement été incorporés ab initio dans le texte des accords et ont plus souvent vu le jour au moyen des décisions ultérieures des conférences des parties respectives. Donc l'accord innove sur ce point. Au nom de la transparence, toutes les réunions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires sont ouvertes aux observateurs. La liste de ces observateurs est très longue et inclut, outre les observateurs auxquels nous étions habitués jusqu'ici, dans la famille du droit de la mer, les représentants des peuples autochtones et des communautés locales possédant des connaissances traditionnelles pertinentes, et la participation des peuples autochtones et des communautés locales nous vient de nouveau principalement de la gouvernance environnementale. Il convient également de rappeler que la représentation équilibrée des genres et la répartition géographique équitable sont des éléments phares à respecter dans la composition des organes subsidiaires sous l'accord. À ma connaissance, la représentation équilibrée des genres n'a pas été intégrée dans beaucoup d'accords contraignants à ce jour. Il convient donc de se réjouir d'un rôle modèle de l'accord sur ce point. Enfin, afin de fournir un appui administratif et logistique à la conférence des parties et à ses organes subsidiaires, un secrétariat est établi. Et ses fonctions spécifiques sont énumérées à l'article 50. Une des questions qui a été soulevée est la question de savoir si, au regard des dispositions de l'accord et des organes ainsi établis, une nouvelle organisation internationale était créée. Il s'agit d'une question légitime, puisque l'accord est silencieux sur ce point, contrairement, par exemple, à l'Autorité internationale des fonds marins, pour laquelle il est énoncé expressément dans la Convention de Montego Bay qu'il ait créé une autorité internationale des fonds marins avant que les détails concernant ses organes directeurs, exécutifs et administratifs ne soient fournis.
Et sans rendre aucun avis juridique sur la question ou revenir sur les critères constitutifs d'une organisation internationale, je souhaite rappeler que certains secrétariats d'accords environnementaux multilatéraux qui appuient les conférences des parties et leurs organes subsidiaires ne sont pas considérés comme des organisations internationales telles que le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention de Ramsar sur les zones humides. Une autre question qui nécessitera sans doute, en temps voulu, une attention de la part des États est la question du lien institutionnel du secrétariat avec les Nations Unies, puisque l'accord reste absolument silencieux sur ce point. J'en arrive à la deuxième partie de mon propos. Bien que fortement inspiré de la gouvernance environnementale récente, le dispositif institutionnel établi par l'accord reste bien ancré, à mon sens, dans l'architecture du droit de la mer, dont la famille de la Convention. Cet ancrage se fait de deux façons. Premièrement, par la coopération et la coordination avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, auxquels il convient de ne pas porter atteinte en vertu de l'accord même. À cet égard, la conférence des parties favorise, notamment en établissant les procédures appropriées, la coopération et la coordination avec et entre ces instruments, cadres juridiques et organes, et des procédures de coopération et de consultation sont également prévues par la partie 3 et 4 de l'accord. L'organe scientifique et technique peut faire appel aux avis appropriés émanant des instruments, cadres juridiques et organes, et enfin le centre d'échange est administré par le secrétariat, sans préjudice d'une éventuelle coopération avec d'autres instruments, cadres juridiques et organes désignés par la conférence des parties. Mention expresse est faite à ce titre de la Commission océanographique intergouvernementale, l'Autorité internationale pour les fonds marins et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous pouvons supposer que compte également parmi les organes et instruments pertinents l'Assemblée générale des Nations unies, qui examine annuellement les développements concernant les océans et le droit de la mer, la réunion des États parties à la Convention, bien que les points de vue divergent quant à son rôle concernant les questions de fond. L'accord aussi de 1995 et les consultations officieuses des États parties, et finalement les organisations régionales des pêches et les organisations des mers régionales. Deuxièmement, l'ancrage se fait également par un recours à l'architecture institutionnelle de la Convention. D'abord, la conférence des parties peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité à l'accord d'une proposition dont elle est saisie. De plus, le dispositif de règlement des différends de la Convention, dont le choix possible du tribunal comme juridiction, constitue, pour ainsi dire, la colonne vertébrale du dispositif qui règle les différends de l'accord. Enfin, le secrétaire général, qui s'acquitte des fonctions de secrétariat de la Convention de Montego Bay, assume les fonctions de secrétariat par l'intermédiaire de la division des affaires maritimes et du droit de la mer de mon bureau, en attendant qu'un secrétariat définitif soit établi par l'accord et qu'il commence effectivement à fonctionner. Donc, ces mécanismes de coopération et d'ancrage dans le système institutionnel de la Convention devraient permettre d'éviter une fragmentation de régime juridique. Je souhaite conclure en rappelant que l'accord devrait adopter en juin, le 19-20 juin. Tous les préparatifs sont en cours pour cela. L'ouverture à la signature se fera ensuite, marquant le départ du processus de ratification, d'approbation ou d'acceptation de l'accord. L'entrée en vigueur, comme vous savez, se fera 120 jours après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
Merci beaucoup, même si c'est une des interventions plus ennuyeuses que j'ai fait de ma vie. C'est ça qu'on m'a demandé. Oui. Mais, au-delà de l'ennui, ça reste quand même une conquête absolument fantastique pour le multilatéralisme. Ce traité représente 70% de la surface des océans. Il a établi des compromis entre grands États, petits États, États riches, États pauvres, que je ne croyais pas possible au début. Donc c'est vraiment, aux Nations Unies, on s'en réjouit vraiment de ce grand achievement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller juridique, notamment votre conclusion qui nous invite à saluer, en bon français, cet achievement. C'est-à-dire, mon cycle achevé, il était là, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est une leçon d'optimisme. Le multilatéralisme qu'on croyait un moribond a gagné encore et il doit avoir de beaux jours devant lui et nous devons nous en réjouir. Maintenant, je donne la parole à Gemma Andreon. Gemma Andreon donc, va nous parler elle va rentrer dans le cœur de la machine, en quelque sorte. Donc, hein, elle va nous parler des outils de protection du milieu marin qu'institue l'accord et notamment des aires marines protégées. Ça, quand on parle des aires marines protégées, tout le monde fréquille, tout le monde frémit. Enfin, on va en mettre en haute mer et au-delà de la juridiction nationale. Gemma, pour 15 minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier Monseigneur le Prince souverain pour la confiance qu'il m'a accordée de 2016 lorsque j'étais nommée comme membre du Conseil scientifique de l'Andemer. Compte tenu du peu de temps dont je dispose et comme je ne voudrais pas trahir les attentes du président, je propose ici seulement quelques réflexions sur les caractéristiques juridiques de l'obligation de protéger le milieu marin et sur l'impact que l'accord que nous célébrons aujourd'hui et même temps que l'anniversaire de la Convention de 1982 a eu et pourrait avoir encore davantage dans un avenir proche. Dans le cadre de l'évaluation de la portée et du contenu de l'obligation de protection de l'environnement marin, qui est évidemment une obligation erga omnes, les négociations du BBNJ a été un forum privilégié pour l'expression des convictions des États dans ces domaines spécifiques. D'autre part, le BBNJ reprend à plusieurs égards ce qui a été déjà prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ses développements ultérieurs, y compris la sphère judiciaire, que j'ai résumé dans cette diapositive sur les développements de l'obligation de protection de l'environnement marin de façon simplifiée et synthétique. À mon avis, à ce jour, les seules obligations existantes susceptibles d'engager la responsabilité internationale de l'État qui ne le respecte pas sont des obligations plutôt procédurales, telles que l'obligation d'informer et de notifier aux autres États lorsqu'une forme de pollution se produit et peut également affecter les territoires ou les zones marines d'autres États ou des zones situées en haute mer. Et la deuxième obligation procédurale de coopérer afin de limiter, contenir et restaurer l'état de l'environnement en cas de pollution grave des eaux. Outre ces obligations en combat aux États, deux autres éléments ont été prévus dans la plupart des traités multilatéraux sur l'environnement au cours des 20 ans, dernières années, c'est-à-dire l'obligation de prévoir une évaluation de l'impact sur l'environnement pour toutes les activités relevant de la juridiction d'un État et l'obligation de respecter le principe ou l'approche de précaution
précautions dans tous les cas où les connaissances scientifiques sur les conséquences d'une activité en mer sont insuffisantes. Et dans ce contexte, le BBNJ a sûrement appliqué ces éléments. Sans doute, pour cette raison, est due aussi aux conséquences pratiques du non-respect de cette obligation de protection de l'environnement, telle que l'augmentation constante, globale et persistante des températures que nous assistons ces dernières années à des initiatives judiciaires d'action en justice contre le changement climatique, et ces démarches peut-être visent à rendre l'obligation de protéger l'environnement marin plus concrète et applicable. Dans ce contexte, on remarque que les lacunes dans la protection de l'environnement marin se sont principalement manifestées dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale et par conséquent dans le champ d'application du traité BBNJ. Aux lacunes de protection s'ajoutent les risques de chevauchement, de fragmentation qui ont été cités tout à l'heure entre les mesures et les systèmes juridiques compétents dans les zones de haute mer. Et donc, dans un récent article de janvier 2023 que j'ai publié avec 2 collègues experts de zones au-delà des juridictions nationales, un est ici présent, l'autre est un géologue marin de mon institution. Et nous avons exploré 2 cas emblématiques relatifs à la zone de Lost City et à la zone dorsale sud-ouest indienne. Je voudrais vous présenter ce deuxième cas pour vous donner une idée de la complexité de la gestion et de la protection des zones aussi éloignées et inaccessibles des côtes. La zone de la dorsale sud-ouest de l'océan Indien a suscité un intérêt stratégique croissant au cours des dernières décennies, car elle accueille diverses activités anthropiques de la navigation, la pêche, plus récemment l'exploration et l'exploitation des sulfures polymétalliques. Cette zone est aussi d'une importance cruciale pour la biodiversité des bras de mer profonds entre les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Des espèces récemment découvertes, telles que l'escargot à pied écaillé, ont déjà été répertoriées comme étant en danger d'extinction. Donc, malgré l'intérêt économique croissant pour la pêche de fond à ces jours, peu d'initiatives ont été prises pour sa protection, sauf celle adoptée par la Convention sur la biodiversité, la COP de la Convention, et quelques organisations régionales de pêche. En particulier, en 2012, la CDB a établi des zones qui nécessitent de protection. Mais qu'est-ce qu'il était arrivé? Que même avant cet établissement par la Convention, un certain nombre d'entreprises de pêche actives dans la région ont créé une association de pêcheurs d'eau profonde au sud de l'océan Indien dans le but de sauvegarder l'utilisation durable et la conservation des écosystèmes fragiles tout en limitant eux-mêmes et donc l'échalotage dans certaines zones de la région, et établissant en même temps, en 2006, un accord ou facilitant l'établissement d'un accord de pêche en eaux profondes dans le sud de l'océan Indien. Donc, en 2015, la réunion de cet accord a créé en plus 11 zones benthiques de protection. Mais qu'est-ce qu'il s'est avéré qu'en 2011, à proximité de ces zones benthiques créées par cette organisation de pêcheurs, où il y a une fermeture volontaire de la pêche de fond par ces pêcheurs, un organisme d'État parrainé par la Chine, la China Ocean Mineral Research and Development Association,
a obtenu un contrat par l'autorité internationale pour les fonds marins, un permis d'exploration de sulfure polymétallique sous réserve de l'assurance que les activités d'exploration proposées permettraient de protéger et de conserver efficacement les milieux marins et que les installations d'exploration n'interféraient pas avec les zones d'intense activité de pêche. Donc, cette étude montre pas seulement le problème de la faible protection environnementale des fonds marins situés au dehors de la juridiction nationale, mais aussi le chevauchement des systèmes juridiques et les rôles qui, parfois, peuvent être joués par les acteurs non étatiques aussi. Mais on arrive à... Combien de temps j'ai? En principe, c'est déjà dépassé. Ah, c'est déjà dépassé. Très bien. OK. Donc, j'arrive à les conclusions. Non. Donc, nous, on connaît bien, on a dit que les outils, les mesures de protection telles que l'outil de gestion par zone, y compris les zones marines protégées, sont dans la mérite du BBNJ qui a introduit cet instrument concret et a aussi contribué avec une définition distincte entre les outils de gestion et les aires marins protégées. Et une des questions dont on a parlé, on a discuté le plus, c'était le Not Undermine Principle. Donc, la discussion s'est portée sur la question que l'existence de plusieurs systèmes juridiques qui étaient déjà présents en haute mer ne devrait pas, donc le BBNJ ne devrait pas porter atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents existants, ainsi qu'aux organes mondiaux, régionaux, sectoriels. Donc, la discussion est arrivée à la fin à apporter peut-être une vision un peu plus de prééminence des autres systèmes juridiques par rapport au système du BBNJ. Mais ça, on peut le voir très facilement en voyant quelques éléments les plus intéressants concernant la proposition et les pouvoirs de la COP. Et donc, il y a seulement trois points que je vais couvrir. S'agissant des modalités de présentation d'une EBMT à haute mer, le processus de prise de décision et l'étendue des pouvoirs de la COP et la possibilité pour une partie d'objecter aux mesures établies par la COP. Donc, en premier lieu, en ce qui concerne les modalités de présentation de la proposition, il est certainement important de souligner qu'elle peut émaner des parties individuellement ou collectivement et qu'elle doit s'adresser au secrétariat. Elle doit faire l'objet d'une consultation préalable avec les parties concernées, y compris les États, les organismes mondiaux, régionaux, sous-régionaux, la société civile, la communauté scientifique, etc. Elle doit être fondée sur les informations scientifiques disponibles. Elle doit contenir 10 éléments clés, mais l'élément notable, à mon avis, est la disposition prévoyant une obligation de consultation, disons, renforcée pour les promoteurs d'une mesure dans le cas où la zone maritime concernée est entièrement entournée des zones économiques exclusives des États. Donc, dans ce cas, en effet, les promoteurs devront engager des consultations spécifiques et proactives de la notification et devront prendre en considération les positions et les commentaires des États côtiers et donc répondre aussi par écrit à ces commentaires et, le cas échéant, réviser leurs propositions en fonction de ces commentaires. Donc ici, le rôle joué par les États côtiers est très intéressant
Et cette disposition, qui devrait à l'origine se limiter au cas spécifique des petits États insulaires en développement du Pacifique, s'applique désormais à tous les États côtiers avec des conséquences à venir en fonction de la pratique future des États. Oui, la deuxième question est relative au pouvoir de la COP. Quels sont les pouvoirs de la COP et donc le pouvoir de prendre des décisions sur la création des MPMT et MPA et le pouvoir d'adopter des décisions sur des mesures qui sont compatibles avec des mesures déjà adoptées par d'autres systèmes de pacte, le pouvoir, mais ça, j'arrive à dire, le pouvoir d'adopter des recommandations et non des décisions lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence des autres instances internationales ou régionales. Donc, les recommandations seraient adressées aux parties à l'accord ainsi qu'aux organisations actives dans le domaine. Ici, la chose la plus importante est l'application du principe du not undermine, qui est peut-être de manière d'assurer une prévalence de la compétence d'autres organisations internationales et ici la simple compétence d'autres réduit le pouvoir de la COP à un simple pouvoir de recommandation. Mais j'arriverai aux conclusions pour dire que l'accord est un succès et pourra être un succès si et quand entrera, mais je suis sûre qu'il entrera en vigueur et on espère, et que beaucoup dépendra de la pratique et de la volonté ultérieure des parties et c'est un succès du multilatéralisme aussi pour l'importance de l'approche réputationnelle que tous les délégations ont eu. Cet accord crée un mécanisme décisionnel complexe pour l'adoption d'instruments spatiaux qui jette pour la première fois les bases juridiques de l'adoption de décisions environnementales à caractère international, mais pas seulement. Merci. Et justement, Merci. La dernière, l'engagement très important de la Convention et de la COP dans la direction d'une coordination constante avec les acteurs existants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Gemma. C'est vraiment un rôle ingrat, désagréable, mais je le fais avec plaisir, d'une certaine façon, pourquoi pas. Non, mais Gemma a développé une technique où elle ne respire pas, en fait. Les phrases coulent, donc je n'arrive pas à insérer mon stop, n'est-ce pas? Mais c'est très bon. Mais comme quoi cet accord, on peut effectivement y consacrer la fin de l'après-midi, la journée de demain, etc., etc. Il est vraiment très riche, on va dire qu'il est très riche, et étant très riche, on est tous impatients, peut-être pas impatients, mais enfin curieux de voir comment tout ça va se mettre en place, en œuvre, et quelles vont être les conséquences vraiment très concrètes pour toutes les parties prenantes. Maintenant, j'appelle à la tribune, je reste là parce que l'espace est restreint ici. Monsieur Denis Duclos, qui est dans un poste d'observation extrêmement utile, même pour nos débats, puisqu'il est au Muséum d'histoire naturelle et qu'il dirige les relations européennes et internationales, et donc il a le contact, effectivement, avec le multilatéralisme, à la fois des textes et le multilatéralisme des acteurs. Et donc, j'invite Monsieur Denis Duclos à prendre son temps, mais à respecter les 15 minutes quand même. Merci Élie. Merci beaucoup. Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de leur invitation. C'est un honneur et un plaisir que d'être ici, entouré de panélistes aussi prestigieux. Qui plus est à Monaco, tant cet État, notamment sous le règne de son Altesse Sérénissime, le prince Albert Ier, s'était montré visionnaire en créant l'Institut océanographique et son établissement monégasque, le Muséum océanographique de Monaco, devenant ainsi l'un des centres éminents en matière de recherche scientifique sur l'océan. Mon intervention s'intitule « Les conséquences concrètes de l'accord BBNJ pour un muséum d'histoire naturelle, l'exemple du Muséum national d'histoire naturelle de Paris ». Cette intervention comportera 4 temps. Dans un premier temps, j'émettrai des remarques d'ordre général sur cet accord.
Puis, j'effectuerai une lecture de l'accord au regard des activités particulières du muséum. Dans un troisième temps, j'évoquerai les conséquences de cet accord pour ses activités de recherche. Et dans un quatrième temps, si j'ai le temps, et si Élie ne me censure pas, j'évoquerai un point particulier de la négociation que nous avons suivie, Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en étroite collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont la brillante négociatrice me succédera. Permettez-moi donc dans un premier temps d'évoquer quelques remarques d'ordre général concernant l'accord. Cet accord a le mérite de renforcer les liens entre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la protection et l'utilisation durable de la biodiversité au sens large, qui plus est en haute mer. Vu du muséum, tout ce qui concourt à la protection de la biodiversité est positif. Donc, s'il n'y avait qu'une idée à retenir, en tout cas de mon intervention, c'est que cet accord a le mérite d'exister. Et pour cela, je remercie vraiment tous les négociateurs qui ont permis que celui-ci existe. Je ne reviendrai pas sur son architecture, le premier intervenant l'a exprimé. Je souhaiterais simplement mentionner un point qui me paraît fondamental, et je parle bien entendu sous le couvert de la deuxième intervenante, à savoir l'accord prévoit expressément l'adoption donc, notamment d'aires marines protégées, à la majorité des trois quarts des pays présents et votant, en l'absence de consensus, ce qui représente une réelle avancée en comparaison à d'autres pratiques fondées sur le consensus, toujours difficile à obtenir. La mise en place d'aires marines protégées en Antarctique, dans le cadre de la CalMar, par exemple, marque le pas. C'est une illustration, effectivement, des difficultés qu'il y a de prendre des décisions par consensus. Il sera également intéressant, et ça a été aussi évoqué par le premier intervenant, d'étudier l'articulation entre ce futur accord et l'Autorité internationale des grands fonds marins et les autres organisations régionales. Là, nous aurons effectivement l'occasion de pouvoir nous intéresser à ce point-là. Deux regrets, peut-être, si vous me le permettez, par rapport à l'accord. Premièrement, en tant que représentation d'institutions scientifiques, le principal regret concerne l'absence des pêcheries dans le champ d'application de cet accord, et j'ai bien conscience qu'en disant cela, je peux m'attirer les foudres de certaines personnes de l'assistance, mais toujours est-il qu'en tant qu'institution de recherche, je ne peux faire l'économie donc de cette remarque. Et le deuxième point que je voulais mentionner est le suivant. Certes, l'utilisation des ressources génétiques marines est définie. Certes, et là je parle également sous le contrôle de la deuxième intervenante, la notion d'aire marine protégée est également définie dans l'accord à l'article 1. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est c'est l'information de séquençage numérique. Et là, pour le coup, je pense que cela va donner lieu à de nombreuses interprétations. En tout cas, la littérature, à mon sens, devrait être assez abondante à l'avenir. Voilà, je dirais, les remarques d'ordre général qu'une institution comme le Muséum national d'histoire naturelle pouvait faire à la lecture de l'accord. Permettez-moi maintenant de faire une lecture de cet accord au regard de l'activité du muséum. Très brièvement, je vais décrire ses fonctions de façon très, très concise. Le Muséum national d'histoire naturelle est une institution pluriséculaire, reconnue nationalement et internationalement pour la connaissance et la préservation de la biodiversité. À ce titre, le Muséum national d'histoire naturelle est un acteur très important de la Convention sur la diversité biologique, puisque c'est le co-point focal français de son organe scientifique et technique, le fameux SUBSTA, dont vous avez peut-être entendu parler. Le Muséum national d'histoire naturelle a également joué un rôle important dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya dans certains pays, notamment certains pays d'Afrique francophone. Il accueille par ailleurs dans ses murs l'autorité scientifique française de la Convention sur le commerce international de la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction, la fameuse CITES, et il participe également au comité scientifique de la CalMar. Il organise par ailleurs, dans le cadre de renforcement de capacité, des actions en formation à la diplomatie environnementale en étroit partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires français. Le muséum abrite des collections naturalistes pour certaines qui datent de 4 siècles. Les collections s'élèvent à plus de 68 millions de spécimens, ce qui en fait la 3e collection au monde après Washington et après Londres. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont issues de la haute mer grâce à un programme d'exploration qui est encore en vigueur actuellement et qui s'intitule « La planète recomposée ».
en s'appuyant notamment sur les collections du muséum, sur les collections qu'abrite le muséum, 500 chercheurs environ effectuent des travaux de recherche dans ces laboratoires. Ces laboratoires se trouvent au Jardin des Plantes ou dans 2 stations marines, une à Concarneau et une à Dinard en Bretagne. Et si vous avez l'occasion de les visiter, n'hésitez pas, elles sont ouvertes au public. Le Jardin des Plantes également, donc je vous y invite, si vous me permettez cette insiste, qui est décompté de mon temps. D'accord ? Merci. Le muséum accueille aussi des chercheurs venus du monde entier pour la consultation et l'étude de ces collections. Et bien entendu, ces travaux de recherche donnent lieu à des publications scientifiques. Ça, c'est un premier point. Mais ces travaux de recherche, en tout cas les résultats de la recherche, de ces travaux de recherche, sont également intégrés dans ce qu'on appelle des outils de diffusion à l'intention du plus grand nombre, comme des expositions temporaires, comme des podcasts, comme des manifestes, comme des conférences, comme des forums, qui ont justement pour but de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de la biodiversité, de sa conservation, bien entendu biodiversité terrestre, mais également côtière, biodiversité présente au sein des zones économiques exclusives et également de la haute mer. Enfin, dernier point, institution de recherche publique, le muséum pratique l'information séquençage numérique en open source. Et c'est un point qui sera important, qu'il est important de mentionner. En quoi le Muséum national, une fois qu'on a dit ça, est-il concerné par l'accord BBLJ ? À la lecture donc de cet accord, je vois 5 points qui concernent le Muséum national d'histoire naturelle. Premièrement, et c'est tout naturel, pour les campagnes de collecte qu'il pourrait mener en haute mer. Deuxièmement, pour la constitution de collections qu'il abrite et qui sont issues de la haute mer. Troisièmement, pour les recherches qu'il pourrait mener sur les échantillons prélevés et sur les séquences d'informations de séquençage numérique afférentes, le cas échéant. Quatrièmement, pour les études d'expertise pour lesquelles il pourrait être sollicité, notamment pour la mise en place d'aires marines protégées. Et cinquièmement, pour les actions de diffusion qu'il pourrait mener grâce à ces collectes. Je fais référence notamment aux expositions dont je viens de parler. Quelle est la place de la science dans l'accord ? C'est fini ? Non ? Ok. Quelle est la place de la science dans l'accord ? Ah oui, mais je suis stressé. La science est très présente dans l'accord. Son article 5, notamment, consacre le principe de la liberté de la recherche scientifique marine et, je cite, « l'utilisation des meilleures données scientifiques disponibles ». Très schématiquement, l'accord évoque la science selon 2 axes. Premier axe, directement, en tant qu'outil d'aide à la décision, et indirectement en tant qu'objet de réglementation de ces activités. D'une façon générale, et vous le comprendrez aisément, le Muséum national d'histoire naturelle se satisfait du recours à la science en tant qu'outil d'aide à la décision. Monsieur a cité donc un élément phare de la place de la science dans cet accord, à savoir la mise en place donc, d'un organe subsidiaire, organe scientifique et technique, dont une des tâches est notamment de fournir des avis scientifiques et techniques à la COP. À ce titre, il aura un rôle tout particulier dans la mise en place d'aires marines protégées, notamment en évoquant des recommandations scientifiques lors de la création de ces outils de gestion par zone, donc y compris les aires marines protégées, confèrent articles 17, 18 et 19 donc de l'accord pendant leur gestion, leur révision périodique, article 21, ou lors de mesures donc d'urgence à prendre en cas de danger imminent, comme l'article 20 ante le mentionne, mesures d'urgence qui doivent être, et là encore je cite, prises sur les informations scientifiques les plus fiables. On va conclure. Alors si on conclut, je voulais simplement indiquer que par rapport à l'activité scientifique donc, du muséum, et par rapport à la communauté scientifique et de sa communauté de chercheurs, en ce qui concerne donc, les déclarations pré-campagne donc, de collecte, celles-ci ne devraient pas avoir d'impact particulier, sauf une charge administrative supplémentaire à prendre en considération, si le clearinghouse mechanism donc, se contente d'être un instrument donc, de collecte de campagne. En revanche, si ça devient un instrument en charge de déterminer de l'opportunité d'une campagne, là, ça risque effectivement d'être source de friction, si vous me permettez ce terme. En ce qui concerne les déclarations de post-campagne, pour le coup, en France, il n'y a pas de caractère obligatoire.
même si est mis en place à la demande donc, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ce qu'on appelle le pôle national de diversité, de données de biodiversité, qui a pour objectif de recenser toutes les données de biodiversité qui ont été recueillies au plus grand nombre, et donc on va dans le sens de l'histoire. Et puis, dernier point que je voulais évoquer, le principe de non-rétroactivité, et je regarde Sandrine, parce que nous avons beaucoup lutté pour que la rétroactivité soit exclue de l'accord. Celle-ci, à la demande donc, du groupe des 77, est prévue à l'article 8. Ça pose d'énormes problèmes pour le Muséum national d'histoire naturelle, je ne vais pas le développer. Toujours est-il que, grâce notamment à Sandrine, nous avons une porte de sortie. L'article 8, en effet, qui instaure le principe de rétroactivité, renvoie toutefois à l'article 63, qui permet à un État de ne pas l'appliquer s'il souhaite y déroger en le spécifiant expressément lors de la signature et ou lors de la ratification de l'accord, conformément à ces procédures nationales. Et donc, à ce titre, le Muséum national d'histoire naturelle s'est engouffré dans l'article 63 et a saisi les autorités ses autorités de tutelle pour que la France, lors de la ratification de l'accord, y procède. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher Denis. Je crois que chacun a bien saisi l'importance, notamment du dernier point sur la rétroactivité ou la non-rétroactivité et l'impact sur une activité de recherche scientifique qui, au-delà de la juridiction nationale, à ce jour, était conçue comme libre. Et que donc on constate qu'il y a une restriction éventuellement de l'espace de liberté. Mais voilà que je devrais m'appliquer à moi-même la limitation du temps de parole. Et donc j'appelle à la tribune, au micro, Sandrine Barbier, Madame Sandrine Barbier, qui est directrice adjointe des affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a, par rapport au texte de l'accord, l'immense mérite et privilège d'avoir été la négociatrice en chef de la délégation française et qui a su animer aussi bien à Paris qu'à New York toutes les task forces nécessaires pour arriver au résultat que l'on connaît. Sandrine, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Élie, Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je souhaitais remercier Lindemer pour son invitation et en particulier Tidiane pour me permettre d'être là aujourd'hui. C'est évidemment un vrai plaisir et un vrai honneur. Alors, ce BBNJ, il a été qualifié d'accord historique. C'est souvent un mot qui est assez galvaudé, le mot historique. Mais en l'occurrence, je dois dire que je le trouve assez justifié. Je le trouve assez justifié pour deux raisons. La première raison, et ça a été mentionné par Miguel, c'est que c'est un succès du multilatéralisme. Et comme vous le savez, en ce moment, on n'a pas très souvent l'occasion de se réjouir du succès du multilatéralisme compte tenu du contexte géopolitique. Et c'est vraiment un signe très positif, très encourageant de se dire que la communauté internationale, sur des enjeux globaux et notamment sur l'environnement, réussit en fait à conclure des accords de ce type. Alors pourquoi aussi on a réussi dans le cadre du BBNJ, pour l'avoir suivi pendant quelques années, on a quand même beaucoup prêché dans le désert pendant un moment. C'est-à-dire que c'était une négociation qui était très confidentielle, très technique, difficile à expliquer. Et si on a réussi, en fait, c'est qu'il y a eu un momentum politique qui s'est créé. Il s'est créé parce qu'il y a eu une conscience accrue du lien entre la préservation de l'océan, de sa biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Et qui, du coup, a mis un coup d'éclairage, en fait, sur le BBNJ et sur la protection de la biodiversité. Et ça s'est traduit aussi par une année 2022 extrêmement riche en événements portant sur la protection des océans. On a eu le One Ocean Summit à Brest, lors duquel nous avons lancé la coalition de haute ambition pour le BBNJ par l'Union européenne et ses États membres, auquel Monaco s'est rallié évidemment immédiatement. On a eu la conférence des Nations Unies à Lisbonne en juin 2022. Et donc, tout ceci a permis de mettre une atmosphère, une ambiance vraiment propice à la finalisation des travaux. On a réussi finalement donc en début mars 2023, mais c'est vrai que déjà en août 2022, on avait fait des progrès considérables.
Donc ça, c'est le premier. Pourquoi c'est historique? Parce qu'on arrive après déjà les succès de la COP15, d'avoir eu cet accord BBNJ et donc de montrer que le multilatéralisme, c'est encore le meilleur moyen d'atteindre des objectifs communs sur des enjeux globaux. Pourquoi c'est aussi historique? C'est que, du fait du traité lui-même, on aurait pu imaginer réussir à conclure un accord, mais qui soit vide dans sa substance. Ce n'est pas le cas. C'est un traité qui est vraiment ambitieux sur le fond et qui devrait représenter une vraie valeur ajoutée dans la gouvernance de l'océan. Alors, pourquoi il est ambitieux? Tout d'abord, peut-être rappeler, parce que je l'ai souvent lu dans la presse, et ce qui a le don de m'agacer, c'est de dire qu'avant le BBNJ, la haute mer était une zone de non-droit. Ah oui, ça énerve tout le monde, je sais. Ce n'est évidemment pas le cas, et on l'a vu ce matin, ça a été rappelé, la partie 12, notamment, la partie 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer contient déjà des obligations et des principes généraux très importants. Donc ce n'était évidemment pas une zone de non-droit. Ce que fait le BBNJ, et ça a aussi été mentionné ce matin comme quelque chose de fondamental, c'est de permettre, en tout cas si le BBNJ fonctionne bien, d'opérationnaliser, de concrétiser en fait ces obligations en mettant en place des process, des mécanismes qui permettront notamment, et ça a été indiqué, de créer des aires marines protégées, de réaliser des études d'impact environnemental et donc de s'assurer d'une meilleure protection de la biodiversité marine. Ce qui était aussi, pourquoi aussi il est ambitieux? Parce que, comme cela a été mentionné également, le lien avec la science est très présent, en fait, dans cet accord. Et donc, cela devrait permettre d'éclairer les décisions politiques qui y seront prises. Un autre volet aussi très important, et qui était fondamental pour le groupe des 77, c'était en fait d'assurer aussi la capacité des États en développement de mettre en œuvre les obligations du BBNJ, de participer activement à la définition de cette œuvre commune. Et donc, il y a tout un volet sur notamment le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines qui est très présent, avec notamment un mécanisme de financement obligatoire qui est très inédit. Donc, on voit en fait qu'il y a cette ambition majeure. Mais cette ambition, en fait, elle ne suffisait pas. Et nous, c'était un point qui était fondamental pour la France et également pour l'Union européenne et ses États membres, c'est qu'un accord peut être très ambitieux sur le papier, ça a été mentionné ce matin, mais faut-il encore que cette ambition soit partagée par tous, ou en tout cas par le plus grand nombre. Et donc, un des objectifs qu'on portait vraiment de manière très importante, c'était la recherche d'universalité. C'est-à-dire de trouver, en fait, les compromis, un accord c'est toujours des compromis, nécessaires pour finalement trouver cet équilibre entre ambition environnementale, mais aussi prise en compte des différents intérêts des États. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un très très beau traité, mais si les États, et en particulier les États qui utilisent le plus la haute mer, ne sont pas présents, ça ne sert à rien. On se sera fait plaisir, mais il n'y aura aucune effectivité. Et donc, nous avons beaucoup porté, en fait, au sein de l'Union européenne, cette voie, au sein de la négociation, pour essayer de trouver cette voie médiane. C'était le cas, par exemple, sur les aires marines protégées. Notre objectif principal, c'était que la COP puisse créer des aires marines protégées et puisse ne pas le faire, comme l'a dit Denis, uniquement par consensus. Parce qu'on sait qu'un consensus, ça veut dire qu'il y a un seul État qui est contre et on ne peut pas adopter de décision. On l'a effectivement dans le cadre de la Camélar, où on essaie de promouvoir la création d'aires marines protégées, notamment en Antarctique de l'Est, et on n'y arrive pas. Donc nous, notre objectif fondamental, c'était de pouvoir permettre une adoption à la majorité qualifiée dans l'hypothèse où on ne réussit pas à avoir ce consensus. Et dans le cadre des travaux qu'a mentionné Elie côté français, on avait imaginé, c'est finalement ce qui se retrouve dans l'accord, donc on y est assez content, sur un mécanisme de double majorité. C'est-à-dire une première majorité qui permet aux 2/3 de constater l'absence de consensus. Parce que sinon, on pouvait discuter pendant des dizaines d'années pour dire est-ce qu'il y a encore un an, peut-être, il pourrait y avoir, etc. Là, il y a en fait à la majorité des 2/3, à un moment, on arrête et on dit il n'y a pas, le consensus a échoué, on n'y arrive pas. Puis une deuxième majorité, aux 3/4, celle-ci, pour adopter l'aire marine protégée, donc pour que la COP puisse prendre sa décision.
Donc ça, c'était vraiment notre objectif fondamental, c'était d'assurer une effectivité à la COP, qu'il puisse prendre des décisions, et c'est vrai que c'est inédit dans notamment les conventions environnementales qui fonctionnent en général au consensus. Mais évidemment, c'est exigeant, parce que vous pouvez être dans la minorité. Vous pouvez vous voir opposer une aire marine protégée alors que vous n'avez pas du tout, que ça ne vous arrange pas. Donc du coup, vous pouvez vous dire, en tant qu'État, j'ai peut-être pas intérêt à aller dans le BBNJ, parce que demain, il y aura peut-être une aire marine protégée qui va porter atteinte à mes intérêts de pêche ou autre. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'était encore une idée qu'on avait eue au sein de notre task force ministérielle, une idée qui a souvent été mal comprise, et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui, qui est la possibilité, en fait, donc d'opt-out, c'est-à-dire de faire une objection à la décision créant une aire marine protégée. Évidemment, on s'est attiré les foudres de beaucoup d'États, beaucoup d'ONG aussi, et on peut le comprendre. Pourquoi pourtant c'est essentiel d'avoir cette clause? C'est que justement, l'objectif, c'est d'avoir le plus de monde à bord. Mais de comprendre que pour certains États, pour certaines périodes, eh bien, ça peut être compliqué de se voir opposer une aire marine protégée. Alors, ce qu'on a fait, c'est que cette opt-out, on a voulu la faire la plus coûteuse politiquement. Une des questions qui s'était posée, et nous, on était en tout cas favorables à celle qui a été retenue, c'était est-ce qu'on doit s'opposer à toute l'AMP ou est-ce qu'on peut choisir au sein, quand on crée une AMP, après on crée des mesures de gestion, dire ah ben non, moi je ne prends pas la mesure 1, la mesure 2 ou la mesure 3, ça va, mais pas la 4, pas la 5. Nous, notre position, c'était de dire il faut que ça soit à toute l'aire marine protégée, parce que sinon, on peut faire du pick and choose et on peut, en communication, dire ah mais moi je suis parti à l'AMP et en pratique, en fait, avoir aucune des mesures les plus contraignantes qui s'opposent à vous. Donc nous, on préférait que c'était la logique du tout ou rien. L'enjeu, pour que ça soit aussi coûteux politiquement, c'était d'être obligé de réitérer son objection. C'est pas on l'a fait une fois, puis après on n'en parle plus. Nous, on avait demandé que ce soit tous les 2 ans, finalement c'est tous les 3. Donc tous les 3 ans, l'État doit redire « Ah ben non, moi je ne peux pas me joindre, je fais cette objection ». Et puis, a été ajouté, il faut justifier, il faut faire des rapports, enfin tout ça est quand même très compliqué, assez lourd. L'objectif étant évidemment de décourager l'utilisation de cette objection. Mais je crois que c'était vraiment important pour s'assurer que les États, notamment pêcheurs, puissent être dedans. Combien il reste ? 5 minutes. Je ne joue pas comme ça avec moi, Élie. Donc ça, c'était vraiment, voilà, l'enjeu, c'était d'avoir donc le plus de personnes à bord. C'était un peu la même chose aussi sur les études d'impact dont on n'a pas parlé. Sur les études d'impact environnemental, pour nous, l'important, c'était de pouvoir avoir que la décision d'autoriser l'activité nouvelle soit prise par l'État, parce que ça a été dit ce matin, c'est l'État qui est responsable, en fait. Donc il faut que ça soit à lui qu'incombe la responsabilité aussi de prendre la décision et ensuite de faire respecter les conditions qui étaient posées dans son étude d'impact. Mais il était très important d'internationaliser au plus le processus avec effectivement des consultations, des contrôles, le rôle de l'organe scientifique et technique, afin de s'assurer que l'étude d'impact soit la plus exacte et la plus rigoureuse possible. Ce qu'on a aussi poussé et qui a été retenu, c'était le fait d'avoir des études d'impact pour des activités en haute mer, mais aussi des études d'impact pour des activités sous juridiction, mais qui ont des effets en haute mer. Et donc ça a été un point aussi très important et qui permet aussi d'assurer l'ambition, en fait, de cet accord, parce que, et ça a été dit ce matin, l'océan n'est qu'un. L'océan, c'est le bien commun, et donc l'eau, elle passe de zone sous juridiction à au-delà de la juridiction, et donc il est important de prendre en compte ces effets. Les 2 derniers points que je voudrais souligner, le premier, c'est, et ça a été mentionné, mais je voudrais y insister, c'est par rapport à la gouvernance des océans. On a parlé de fragmentation. C'est très important, en fait, et c'est ça, je pense, l'avenir, c'est de renforcer la cohérence et la coordination entre toutes les organisations régionales comme sectorielles qui œuvrent en matière d'environnement marin. Et donc là, le BBNJ met en place des mécanismes, et donc ça sera vraiment, je crois, l'enjeu, et aussi pour les États eux-mêmes, d'être cohérents suivant les organisations dans lesquelles ils sont, parce que ce n'est pas toujours les mêmes ministères qui représentent l'État dans les différentes organisations, et donc il est important que l'environnement soit placé au cœur de ces actions. Pour finir sur l'Union européenne et sur la suite,
Il a été dit, il faut 60 ratifications pour que l'accord entre en vigueur. Et il sera très important pour la France, les États membres de l'Union et l'Union européenne, d'être dans ces 60 premiers. Pourquoi ? Parce que la COP, la première COP, va être décisive. Beaucoup de décisions doivent être prises lors de la première COP. Et donc, il est très important que la France y soit. Alors, comment faire pour que ces 60 ratifications, notre objectif, c'est que ça intervienne en 2025, notamment à l'occasion de la conférence des Nations Unies qui sera organisée à Nice. Eh bien, une mobilisation politique sera essentielle. Et donc, pour ça, on va mobiliser la coalition de haute ambition qu'on avait donc lancée à Brest en février 2022 et qui compte 52 États aujourd'hui. Donc, 52 États, il en faut 60. On voit que le delta n'est pas très loin. Mobilisation financière aussi, parce qu'il faut aider certains États, et notamment États en développement, à pouvoir ratifier et mettre en œuvre. Et donc là, l'Union européenne a dégagé déjà 40 millions, alors je ne sais pas si c'est d'euros ou de dollars, mais bon, de l'Union donc à cette fin. On préfère des euros. Vous préférez des euros ? Je ne sais pas. C'est possible en même temps que ce soit des euros. Et au niveau de l'Union européenne, il faudra donc une ratification par les 27 États membres et l'Union européenne, ce qui impliquera en fait un difficile débat à venir au sein de l'Union européenne sur la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres pour l'application de cet accord, puisque lorsque l'on va ratifier, on devra joindre une déclaration qui précisera pour quelle partie l'Union européenne est compétente et donc vote au sein de la COP, et les parties pour lesquelles c'est encore les États qui agiront. Et comme vous le savez, parfois entre l'Union européenne et ses États membres, il peut y avoir un peu de friction. Donc je pense qu'on aura bien besoin de ces 2 ans pour arriver à cette déclaration, parce que ça conditionnera aussi, est-ce que ce sont les États qui peuvent proposer des ANP, ou est-ce qu'il faut que ce soit l'Union européenne qui le fasse ? Donc, il y a pas mal d'enjeux opérationnels en lien avec cette question purement juridique. En tout cas, c'est effectivement un beau succès, ce BBNJ, et maintenant, il faut effectivement d'abord, qu'il entre en vigueur, et qu'ensuite, qu'il soit mis en œuvre afin d'assurer la préservation de l'océan. Merci beaucoup. Un très grand merci à Madame Sandrine Barbier, qui donc finit. Oh, elle m'a piégé, elle avait son chronomètre, là où moi, de temps en temps, au doigt mouillé, j'ai dit « Oh, elle est en train de dépasser ». Non, bravo. En tout cas, c'était très intéressant de finir par cet aspect un peu pratique, pragmatique, ce détour dans les méandres de la Commission européenne, de la répartition des compétences, et surtout la construction de l'accord lui-même. Elle nous a bien raconté, ça vient au concours des 3 précédents exposés, elle a bien raconté comment certains objectifs ont été classifiés prioritaires pour être certains d'avoir un maximum d'acteurs de l'accord à bord, n'est-ce pas ? Atténuer les appréhensions de certains, parce qu'il y avait beaucoup je parle sous le contrôle de notre conseiller juridique, il y avait beaucoup d'appréhensions de la part de certains États qui ne voulaient pas s'avancer, qui disaient « mais où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on a besoin de cela ? Les textes existent déjà, etc. etc. » Donc bravo d'avoir rendu compte à la fois de cette grande innovation normative dans le multilatéralisme, d'un pas de géant. Je ne vais pas reprendre les propos de l'astronaute sur la Lune, petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Voilà, là c'est vraiment un grand pas pour la protection et la préservation du milieu marin. Nous avons une pièce importante qu'il faut apprendre à faire vivre. Vous ne regrettez pas d'avoir été là avec nous en ce début d'après-midi, parce que vraiment c'était passionnant et on pourrait, sur chacun des thèmes, avec chacun des intervenants, rentrer plus dans le détail, poser des questions. Mais peut-être, Monseigneur, votre agenda vous conduit à devoir nous quitter et nous pouvons, pour les autres, poursuivre après une pause éventuellement la discussion sur le sujet, toutes les questions que vous n'avez pas posées et que vous voudriez poser. Voilà, merci d'avoir été là avec nous. Au revoir.